Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG sur School TV consacré aujourd'hui à un fléau qui touche de plus en plus d'enfants en France, l'obésité infantile. Au sommaire aujourd'hui, dans une étude menée dans le Val-de-Marne, le Covid a favorisé l'obésité infantile, entraînant des conséquences dramatiques comme des difficultés respiratoires. Ce sera la loupe d'Irina Capron. Le Covid, certes, a joué un rôle, mais il y a bien d'autres facteurs tels que le manque d'activité physique ou le milieu socio-culturel de l'enfant. On en parlera en détail avec nos invités. Et puis enfin, quelles sont les solutions à apporter pour lutter contre l'obésité infantile aujourd'hui? Les moyens sont-ils suffisants? On en parle dans un instant. On va évidemment accueillir nos invités en plateau. Sandra Ferreira, diététicienne, nutritionniste et chroniqueuse télé-radio. Bonjour. Bonjour. C'est beaucoup de... C'est long, beaucoup de choses à dire, effectivement. Mais vous êtes auteur également. Je suis auteur. Oui, j'ai entendu également. docteur, mais non, auteur. Merci en tout cas d'être avec nous. Et puis en Skype, un docteur cette fois, Daniel Simeka, médecin à Maisons-Alfort. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On en parle dans un instant, mais juste avant, c'est la loupe d'Irina Capron. Alors Irina, bonjour. Bonjour Mathilde. Qu'est-ce que l'obésité infantile? Alors expliquez-nous. Alors selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'obésité c'est une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle. Elle est calculée à partir de l'indice de masse corporelle, l'IMC et de l'âge. L'obésité touche en France 4% des enfants de plus de 6 ans et 5% des adolescents. L'obésité infantile concerne plus les filles que les garçons, 18% chez les filles contre 16% chez les garçons. Selon une étude, la crise sanitaire a favorisé l'obésité et le surpoids chez les plus jeunes. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est ce que révèle l'étude réalisée dans le Val-de-Marne. En 2018-2019, la proportion d'enfants obèses était de 2,8%. Pour l'année 2020-2021, elle est de 4,6%. Donc la proportion a presque doublé. Et effectivement, la crise sanitaire a favorisé l'augmentation de l'obésité puisque les écoles étaient fermées, les activités scolaires étaient interdites et l'accès aux installations sportives ont été réduites pendant la pandémie. Alors, il n'y a pas que la crise sanitaire, Irina, il y a d'autres facteurs aussi. Effectivement, l'obésité, c'est une maladie chronique et l'alimentation n'est pas non plus la seule cause. L'obésité peut être favorisée par des facteurs génétiques, avec un surpoids ou une obésité parentale, l'exposition à plusieurs facteurs prédisposants pendant la grossesse, comme le tabagisme ou le diabète. Cela peut être favorisé également par des causes médicales, comme une anomalie hormonale ou une maladie génétique. Et le niveau socio-économique est également l'une des causes. Quand on vit dans une zone défavorisée, il est plus difficile d'avoir accès à des aliments de qualité. On en parlera effectivement. Quelles sont les conséquences alors de l'obésité infantile? Alors l'obésité peut entraîner dès l'enfance des difficultés respiratoires, des troubles musculo-squelettiques, donc ce sont des douleurs pendant certains mouvements, un risque accru de fracture ou encore une hypertension artérielle. Donc ça c'est sur le plan médical. Ensuite l'enfant peut être l'objet de moqueries, de harcèlement, dès le plus jeune se sentir exclu socialement. Donc ça peut conduire à une baisse de confiance, à un désintéressement scolaire et des difficultés d'apprentissage. Les angoisses, le rejet et le manque d'estime de soi, ça peut provoquer des troubles du comportement alimentaire qui peuvent aggraver l'obésité. C'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. Merci beaucoup Irina, on passe à l'expression orale. Alors, Daniel Simeka, vous êtes médecin, je le rappelle, à Maisons-Alfort. On l'a vu, effectivement, avec Irina, dans ce rapport, plus de filles sont touchées par l'obésité infantile. Comment on explique ce triste constat? Alors, d'une façon générale, les filles, les femmes, ensuite, sont plus exposées au surpoids pour des raisons génétiques et pour des raisons assez logiques. C'est que la nature a prévu que ce sont les femmes qui reproduisent l'espèce humaine et donc elles sont programmées génétiquement pour avoir plus de mal à éliminer les graisses superflues. Surtout, elles ont plus de propension à garder un tissu adipeux de réserve du fait de la possibilité de grossesse lorsqu'elles seront adultes. Il y a toujours eu, quel que soit l'âge, une inégalité entre les deux sexes vis-à-vis de l'alimentation et vis-à-vis de la tendance à grossir. Le Covid a été effectivement un facteur aggravant. Vous l'avez constaté, vous? Oui, tout à fait. Alors,
bien évidemment, ça joue au niveau de l'obésité, mais ça joue au niveau du psychisme. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais le confinement a été particulièrement mal vécu par les enfants. Ouais. Les adultes peuvent être en colère, ils peuvent approuver, ils peuvent adhérer, mais ils ont leur source de réflexion. Les enfants subissent et ça a été extrêmement dur. L'enfant, il est programmé pour bouger beaucoup. Vous savez, il suffit de se promener un dimanche après-midi dans les bois avec quelques enfants. On voit bien que quand nous, on a fait 100 mètres, eux, ils ont fait de multiples allers-retours, ils ont fait presque 10 fois le même parcours que nous. Ils sont programmés pour beaucoup se dépenser. Alors, ça, c'est le facteur physique et qui a joué beaucoup pendant le confinement. Il y a un autre effet pendant le confinement qui est la suralimentation. Ça a touché les adultes, ça a touché aussi les enfants. Cette tendance à vouloir se faire plaisir d'une autre manière qu'en prenant l'air et en sortant. Sandra Ferreira, vous êtes, vous, diététicienne et nutritionniste. Vous avez 2 cabinets, c'est ça, à Paris et puis en région parisienne. Vous l'avez aussi constaté, vous avez plus d'enfants depuis le Covid? Je n'ai pas constaté plus d'enfants. J'ai la chance de faire ce métier depuis 18 ans maintenant. Donc j'ai toujours eu beaucoup d'enfants depuis le début. J'ai la chance d'avoir des parents qui sont très sensibles en fait, à la diététique et au surpoids de leurs enfants. Je n'en ai pas constaté plus spécialement. Mais effectivement, c'est inquiétant parce que ça fait partie d'une grande proportion de ma patientèle. Donc, Alors, ce qui est intéressant, c'est à quel moment est-ce que les parents doivent s'alarmer? Quelle est la limite quand on voit son enfant peut-être prendre du poids? Comment est-ce que surtout à partir de quel âge? C'est ça, à partir de quel âge? Parce qu'on dit que les enfants grandissent, donc c'est normal que parfois ils soient un peu plus en surpoids et puis après ils s'affinent avec l'adolescence. À quel moment est-ce que l'on doit s'alerter? Alors, il y a une courbe dans le carnet de santé que vous connaissez peut-être tous. Ouvrez le carnet de santé surtout. Cette fameuse courbe permet de voir s'il y a une précocité du rebond d'adiposité. En fait, la courbe doit faire une forme très particulière et ne pas remonter trop vite. Quand elle commence à remonter vite, il faut commencer à s'inquiéter. Alors, il n'y a rien d'irréversible et ça, c'est important de le préciser. Ce n'est pas parce que le parent s'y est pris trop tard que c'est fini, l'enfant ne pourra pas revenir en arrière. Mais effectivement, plus c'est pris précocement, mieux c'est. On sait qu'un enfant qui est obèse encore après la puberté a malheureusement plus de chances de rester obèse à l'âge adulte qu'avant la puberté. Dès que la courbe de poids commence à dépasser ce qu'on appelle le 97e percentile, alors c'est très technique, mais c'est sur le carnet de santé tout simplement, là on commence à s'inquiéter sans non plus dramatiser, parce qu'encore une fois, on est chez l'enfant et le but n'est pas de faire un régime drastique. Comment justement parler à l'enfant? Il ne faudrait pas tomber dans l'autre sens, de l'autre côté, de favoriser peut-être une boulimie ou une anorexie. Et c'est vraiment le rapport très délicat entre le médecin, les parents et puis au bout de la chaîne, il y a l'enfant. Il ne faut pas non plus... C'est là tout le travail. Très compliqué. Effectivement, c'est là tout le travail de surtout pas diaboliser l'alimentation. Chez l'enfant, il n'y a aucun interdit, d'ailleurs chez l'adulte non plus, à vrai dire. Il a besoin de se nourrir pour grandir. Et exactement, donc, voilà, exactement. C'est plutôt un réapprentissage petit à petit, pour mettre vraiment en valeur ce qui ne va peut-être pas trop. Alors souvent, c'est assez simple, c'est l'alimentation industrielle. C'est souvent le gâteau pratique qui est là tout le temps. Encore une fois, il ne faut pas le supprimer, on va juste diminuer, proposer peut-être le traditionnel pain avec des carrés de chocolat, ce type de choses, mais surtout ne rien interdire et parler à l'enfant de telle manière qu'on parle de santé, pas de poids, de physique, de beauté. Ça, c'est important. Il ne faut pas qu'il perde confiance en lui. En fait. Surtout pas, surtout, vous l'aviez bien précisé, il y a un contexte très psychologique autour de ça. Daniel Simica, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit sur ce plateau? Effectivement, il faut faire attention aussi à l'enfant, comment on lui présente les choses. Oui, tout à fait. J'insiste sur ce qui a été dit et sur le rebond adipositaire avant 6 ans. C'est un vieux slogan, tout se joue avant 6 ans. Pour ça aussi, ça se joue beaucoup, même si ce n'est pas toujours irréversible. Il faut surveiller. La grande angoisse des parents, en général, les premières années, c'est que l'enfant pousse. Et c'est des vieilles angoisses ancestrales. Oui. Il faut qu'il pousse, docteur, il ne grandit pas, il ne grossit pas. Et nous, on est tellement ravis quand on voit, proportion gardée évidemment, des enfants qui gardent un poids normal et qui paraissent finalement maigres par rapport aux autres. Et l'alimentation, on imagine, a un rôle, vous le voyez, j'imagine, dans votre cabinet, a un rôle prépondérant. Comment est-ce qu'on met en place, on imagine qu'on oublie le régime alimentaire et on fait un rééquilibrage alimentaire, j'imagine. J'ai tout dit. C'est parfait. Qu'est-ce que je vais rajouter? Non, c'est exactement ça. Pas de régime. D'ailleurs, on ne parle pas de mot régime parce que régime, on l'associe à restriction et c'est ce qu'on veut absolument éviter chez l'enfant qui peut développer après des troubles alimentaires.
80%, je dirais, est important au niveau alimentaire, 20% au niveau de l'activité physique. C'est important aussi de mettre ça en valeur chez l'enfant. Mais effectivement, la diététique de l'enfant, c'est un rééquilibrage alimentaire, un peu moins de ce qui est industriel, un peu plus de ce qui est fait maison. Il y a plein de techniques en la matière pour mettre l'enfant dans quelque chose de positif, faire les courses avec lui, cuisiner avec lui. Il faut que ça reste ludique et surtout pas dans la restriction. Il ne faut pas disputer l'enfant et ne jamais faire de chantage au dessert, ça je le précise. Alors il y a quand même un sujet que j'aimerais aborder ici avec vous, c'est-à-dire le problème aussi des moyens des parents, des familles, parce que les gâteaux coûtent quand même moins cher que les fruits et légumes. Ça c'est un vrai problème, on le voit avec le printemps là, qui arrive, l'été, la barquette de fraises, les asperges, enfin, c'est hors de prix, vraiment. Quand on a 2-3 enfants, comment on fait ? Alors moi, ce que je dis souvent, pour tout ce qui est légumes, par exemple, c'est souvent ce qui va coûter un petit peu cher. Et en plus, il y a de la perte. On achète au kilo et puis après, il faut éplucher. Ça prend du temps. Parfois, le parent n'a pas le temps. Miser sur les conserves. Vraiment, c'est au niveau rapport qualité-prix, on est plutôt pas mal. Moi, je trouve que les conserves, c'est bien. Le goût est différent, je vous l'accorde. Oui, c'est là, on n'est plus dans du frais. Non, mais la conserve contient quand même encore des vitamines. Il y a un peu de sel, je vous l'accorde. Mais je trouve que, moi qui ai beaucoup de familles, justement, avec des moyens pas forcément élevés en région parisienne surtout, il faut s'adapter, on fait comme on peut, donc pourquoi pas en conserve, même en surgelé, on se retrouvera à quelque chose de moins cher que du frais. Pour ce qui est des fruits, pareil, il peut y avoir des fruits en conserve. Ensuite, il y a des fruits qui ne sont pas forcément extrêmement chers, la pomme, la poire. Oui, les bananes aussi, c'est pas... Il faut regarder au prix du kilo, encore une fois, des fois le gâteau au prix du kilo est bien plus cher que certains fruits. Docteur Daniel Simeka, vous êtes d'accord avec ce constat aussi que malheureusement les fruits et légumes, ça reste, même le poisson par exemple, ce sont des produits quand même qui sont chers et il y a des familles qui ne peuvent pas se le permettre et il y a une répercussion sur l'enfant. Oui, tout à fait. Je suis parfaitement d'accord. Je voudrais insister sur un aspect dont on n'a pas parlé parce que c'est difficile de parler de tout en même temps. Ce sont les boissons sucrées. Et là, il y a un gros effort, une grosse éducation qui est une éducation pas seulement au niveau des enfants, mais au niveau de la famille d'une façon générale. Et moi, je fais un petit peu la leçon de morale, si je puis dire, à l'ensemble de la famille en disant, voilà, les boissons sucrées pour les enfants, c'est autorisé, c'est comme pour vous l'alcool. Vous n'allez pas vous mettre à boire de l'alcool tous les jours, c'est pas bon pour la santé. Par contre, vous avez le droit de boire un petit coup le week-end. Eh bien, l'enfant aussi, la boisson sucrée doit rester quelque chose de festif. Et bien souvent, dans beaucoup de familles, elle est une espèce de boisson lambda, alors que la boisson officielle de l'enfance, c'est l'eau, rappelons-le. Et le nombre de calories, en plus, ce sont des sucres extrêmement rapides qui stimulent le corps et qui montent des taux d'insuline absolument incroyables. Non seulement ça favorise l'obésité, mais à terme aussi, ça peut favoriser l'apparition de diabète. Pareil pour les jus de fruits, effectivement, il y a pas mal de familles en France qui, c'est vrai, dînent ou déjeunent avec la bouteille de jus de fruits, les sodas sur la table. C'est une catastrophe, j'imagine. D'ailleurs, rappelons que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande, donc avec l'ANSES, de ne pas dépasser un verre de jus de fruits par jour, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant. Donc le jus de fruits, ça a beau être du jus d'un fruit, ça reste quand même des sucres assez rapides, comme disait le docteur, qui vont stimuler la sécrétion d'insuline. Et donc, ce n'est pas bon pour le poids de manière générale. Alors, on parlait de jus de fruits. Le matin, par exemple, au petit déjeuner, qu'est-ce qu'on donne à son enfant alors? Parce que pareil, il y a toujours les gâteaux qui sont là. C'est ce qu'il y a de plus rapide. Un petit déjeuner. Alors oui, rapide, le gâteau, effectivement, c'est justement l'erreur des parents, sans vouloir les culpabiliser. Des fois, on est débordés par la vie. Et c'est là aussi où tout le travail dans la consultation, c'est de déculpabiliser et de montrer que finalement, d'avoir du pain sans forcément aller à la boulangerie, parce que tout de suite, on me dit, oui, j'ai pas le temps d'aller à la boulangerie, etc. Alors moi, je suis très surgelée. On achète son pain avant, on le congèle, on le sort le lendemain, on le met dans le grille-pain. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps pendant qu'on prépare le bol de lait. Le traditionnel pain, de préférence complet, semi-complet, mais si l'enfant n'aime pas le complet, on commencera par du pain blanc, bien évidemment, il n'y a rien de grave. Alors là, il faut un peu de gourmandise aussi, s'il veut de la confiture, s'il veut un peu de pâte à tartiner, pourquoi pas, mais c'est pas de la pâte à tartiner au pain, mais l'inverse. Bien sûr. Voilà. Donc on ne met pas plus de pâte à tartiner que de pain. C'est l'idée, oui, effectivement. Et pour ce qui est du fruit, ça peut être un jus de fruits, mais dans ce cas, ça sera le seul de la journée. Mais l'idéal pour la satiété, c'est de mâcher un petit bol de fruits. On lui donne une pomme, une banane. C'est très pratique. La banane, il ne faut pas la diaboliser non plus. Donc, et ce petit déjeuner va plus tenir au corps pour toute la Oui, matinée, alors encore mieux si on rajoute des protéines. Mais on n'est pas trop dans cette éducation en France de rajouter. Et puis pour les enfants, il faut faire attention à ne pas trop ajouter de protéines.
Mais globalement, ça tiendra. Et si ça ne tient pas et que l'école autorise, on peut rajouter une petite collation dans la matinée. Alors, il y a un facteur génétique aussi. Irina en a parlé dans sa chronique. On fait un peu culpabiliser les parents des fois sur l'alimentation. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce facteur génétique? Quelle est la solution? La solution, on ne l'a pas encore. Le facteur génétique, c'est ce qui fait que moi, je suis blonde, d'autres sont brunes et on ne peut rien y faire. Enfin, si, pour les cheveux, oui, mais pas pour en matière d'obésité. Donc, il faut justement dire aux parents, j'ai eu le cas d'ailleurs hier, dire aux parents que l'enfant, oui, ne sera jamais mince ou maigre, mais qu'on va améliorer tout ça pour éviter déjà les moqueries à l'école, parce que ça, c'est un réel fléau, vraiment les moqueries à l'école. Au niveau psychologique, ça peut être très destructeur. Et puis, déculpabiliser, c'est comme ça, l'enfant sera pas forcément très mince et à la limite, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit en bonne santé. On a des enfants et des adultes qui sont en bonne santé, même avec du surpoids. Mais il faut éviter de rentrer dans l'obésité. Effectivement, ça pèse sur les articulations, c'est pas forcément idéal. Docteur Daniel Simica, vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un facteur génétique et les parents doivent faire d'autant plus attention à l'alimentation des enfants. Oui, c'est un facteur génétique, je dirais plus globalement, c'est un facteur familial. Il est vrai que selon l'expression populaire, les chiens ne font pas des chats. Quand dans une famille, on a tendance à être un peu corpulent, les enfants le sont aussi. Mais il y a aussi des habitudes alimentaires. Et là, ça se rajoute à la génétique, des habitudes alimentaires par famille où traditionnellement, souvent sous la pression d'ailleurs plus des grands-parents que des parents qui disent « bah oui, nous, on était comme ça », etc. Donc il y a, le facteur, il est familial de façon globale. Je voudrais rajouter aussi un point dont on n'a pas parlé, qui est le manque de sommeil. Ce n'est pas ce qui est forcément prépondérant, mais un certain nombre d'études montrent que le manque de sommeil favorise la prise de poids pour des systèmes hormonaux un petit peu compliqués. Et donc, on sait bien que les tablettes, les smartphones, les jeux vidéo, etc., et le manque un petit peu de discipline, surtout que il y a le coup près de l'heure de l'école du matin, donc le matin, ce n'est pas négociable. Le soir, il faudrait que ça soit moins négociable et qu'il y ait quand même un peu plus une discipline. C'est important qu'un enfant ait ses heures de sommeil pour pouvoir bien grandir sans trop grossir. Les écrans, c'est vrai, c'est un vrai sujet aujourd'hui pour les parents. C'est un casse-tête. Non, mais c'est terrible. On n'a pas encore assez de visibilité sur ce qui va se passer dans les années à venir. C'est ça, on n'a pas de recul. On n'a pas de recul, effectivement, mais on voit quand même, on constate que pour les enfants qui jouent beaucoup aux écrans, ils sont moins dehors. Et oui, forcément. Ils font moins de sport, moins d'activité, et ça participe aussi. Vicieux. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, j'aimerais préciser aussi, et c'est important, c'est que quand on fait attention à l'alimentation de son enfant, toute la famille doit faire attention. C'est pas un plat différent pour l'enfant et pour la famille. D'où le rééquilibrage alimentaire pour toute la famille. Exactement. Et ça vaut aussi pour l'activité physique, pour toute l'hygiène de vie. Parce que le régime pour l'enfant, en plus, j'imagine, il y a un côté punition. Voilà, tu manges pas comme nous parce que tu dois perdre du poids. J'imagine que c'est ce qu'il y a de pire à faire quand on est parent et qu'on a un enfant. Alors, quels sont les premiers signes de l'obésité ? Les premiers signes de l'obésité, on va souvent... Alors, l'enfant, c'est particulier parce qu'il peut être en surpoids ou en obésité, ça ne se voit pas trop. En général, il faut être content quand l'enfant, à partir de 2-3 ans jusqu'à 5-6 ans, s'amincit. Il ne faut pas avoir peur, c'est normal, il est de plus en plus mince, il apprend à marcher, donc il s'amincit. Oui. Donc les signes, c'est quand il ne s'amincit pas. Déjà, si on voit qu'il ne perd pas beaucoup de... Il ne s'amincit pas, physiquement, tout simplement. Mais ça se voit peu chez l'enfant, très, très vite. Alors oui, on va voir souvent le ventre qui s'épaissit. Souvent au niveau du ventre, l'enfant va souvent être un peu plus essoufflé quand il fait de l'activité sportive, physique. Assez rarement, quand il est encore petit, des douleurs articulaires, mais... ce qui alerte les parents, surtout, c'est les premières moqueries à l'école, en fait, tout simplement. Et ça, c'est un désastre. Mais il y a un manque de connaissances aujourd'hui de la part des familles, des parents. Je pense, parce que ça ne se voit pas. Pour mettre le doigt sur ce problème. Ça ne se voit pas forcément. Et souvent, les patients enfants que j'ai sont envoyés par le docteur qui, lui, voit régulièrement l'enfant, heureusement. Mais alors ça, docteur, comment ça se fait? Comment on l'explique effectivement que les parents, parfois, réagissent un peu tard et c'est le médecin, enfin, en tout cas le docteur de l'école, qui sonne l'alerte? Écoutez, non seulement ils s'en aperçoivent un peu tard, mais parfois, je parlais de critères familiaux, ils refusent un petit peu de voir la vérité parce que c'est un effet miroir un petit peu sur eux aussi. Hein. On a parlé de la génétique, mais moi je parle surtout des habitudes alimentaires familiales. Voir ce problème en face, c'est aussi remettre en cause tout le fonctionnement alimentaire familial
et il y a parfois un petit peu une attitude de déni, oui, quand il va grandir, il va s'amincir. Ça, c'est une phrase que j'entends absolument régulièrement dans les familles. C'est faux, hein. Bon, on s'amincit, comme le disait ma consoeur diététicienne, effectivement, à partir de la marche, et puis on doit reprendre un tout petit peu ensuite, après l'âge de 6 ans, et surtout pas avant 6 ans. À l'adolescence, il y a la relance hormonale, et donc une certaine tendance à s'élancer un petit peu en taille et à diminuer le fameux indice de masse corporelle. Mais il ne faut pas faire confiance à ça, hein. C'est vraiment... les familles ont du mal parfois, et comme toujours, les familles plus défavorisées, c'est toujours le principe de la double peine. Regardez à la sortie d'un supermarché, ce sont les familles les plus pauvres qui remplissent les caddies le plus, et de produits pas très bons, et qui consacrent d'ailleurs une part de leur budget plus important, alors qu'ils pourraient faire autre chose. C'est malheureux. Ça passe par de l'éducation, par de la pédagogie. Surtout pas les culpabiliser en disant que ce sont des mauvais parents, mais en essayant d'être le plus bienveillant et efficace possible. Et justement, le gouvernement a décidé d'agir contre l'obésité infantile. Je vous propose de regarder cette vidéo, ce spot. 30 minutes d'activité physique par jour. Ça consiste à proposer aux élèves de bouger d'une manière ou d'une autre, courir, lancer, sauter et danser. Tous les jours, on fait du sport, soit l'après-midi, soit le matin. On descend dans la cour, après la maîtresse prend des petites coupettes. En fait, quand on croisait en plot, on doit y sauter au-dessus du plot. On devait faire en premier saut à pieds joints et en deuxième saut à cloche-pied, 2 sauts en même temps. L'objectif de l'activité, c'est de bouger, donc ce n'est pas une performance qui est mesurée, c'est en complément de l'EPS. En EPS, on va les évaluer. Durant cette activité, on ne les évalue pas. On est vraiment là sur du développement physique, mais surtout sur du plaisir, donc par rapport aux autres matières. On essaye d'avoir un autre levier pour les enfants, pour les concerner, pour les mettre aussi en réussite. Comme il n'y a pas de jugement sur leurs activités, les enfants sont très coopératifs entre eux. Ça amène beaucoup plus de bienveillance entre enfants. Alors c'est intéressant parce que d'après l'étude, notamment, les enfants qui mangent à la cantine sont moins en surpoids que ceux qui rentrent chez eux à la maison et qui mangent un peu des cochonneries. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important. Oui, très, très important. Mais on en revient au problème de base, c'est que il faut éduquer le parent avant l'enfant, hein, c'est le plus important. Et ça, c'est le rôle du gouvernement, de l'éducation nationale ? C'est pas le rôle, à mon sens, ce n'est pas que son rôle. On va plutôt dire ça. Il faut que le parent ait une éducation alimentaire, c'est certain. C'est vrai que l'éducation nationale a aussi son rôle dans l'équilibre, mais on ne peut pas compter que là-dessus, puisqu'il ne mange qu'une fois par jour à la cantine. Il y a tout le reste autour. Daniel Simeka, les parents, en tout cas, est-ce que le gouvernement, l'éducation nationale en fait assez pour lutter contre l'obésité infantile ? Je crois que c'est difficile pour moi de dire s'ils en font assez ou s'ils n'en font pas assez, mais c'est le rôle de toute façon de la nation d'être solidaire par rapport à l'inégalité d'éducation, par l'inégalité des ressources et l'inégalité aussi des comportements alimentaires. Donc c'est très important qu'au niveau gouvernemental, il y ait des efforts de fait. Bien sûr, c'est toujours on met toujours en exergue l'éducation nationale. Faut rappeler quand même que même si ça s'appelle éducation nationale, avant c'était instruction publique, oui. L'éducation avant tout, c'est celle des parents. Chacun a son rôle et lorsque les parents sont un peu défaillants, ça peut arriver et pour diverses raisons. Il est bien légitime que les pouvoirs publics relaient. Je crois que c'est très important. Tous ces spots télévisés, toutes ces informations, à force, ça finit par passer. Moi, je crois que c'est tout à fait important, hein, sur des tas de sujets. L'alcool, le tabac, etc. On peut toujours dire que ce n'est pas ça qui fait changer le comportement des gens. Si, quand même un petit peu. On va continuer justement de parler de prévention avec l'info en plus, c'est Irina. Irina, pour cette info, en plus, vous allez nous parler d'une association donc, de prévention. Exactement, Sens et Savoir. Donc, c'est une association située à Lyon. Elle a été créée dans le but de réaliser un projet collectif, permettre au plus grand nombre d'être acteurs de sa santé. Et grâce à des ateliers ludiques et des formations innovantes, l'association intervient dans les domaines de l'alimentation, donc l'éveil des sens, le respect des saisons, la lutte contre le gaspillage alimentaire, mais également dans les rythmes de vie, le sommeil, les activités physiques
physique, le bien-être et la gestion des émotions. Elle accompagne aussi bien les professionnels que les particuliers, donc les tout petits, les enfants, les ados et même les adultes. L'association a donc lancé le projet aux petits soins de nos bambins. Ça rime. Oui, parce que l'obésité infantile doit être prise en charge rapidement afin d'éviter les conséquences graves et durables. Donc le projet aux petits soins de nos bambins vise à prévenir le surpoids et l'obésité dès le plus jeune âge. Donc l'association va intervenir cette année sur 3 écoles maternelles et crèches à Clermont-Ferrand avec des actions de promotion de la santé sur les thèmes de l'équilibrage alimentaire, de l'activité physique et des rythmes de vie. À savoir que 344 enfants sont concernés par l'obésité infantile sur l'agglomération clermontoise. Merci beaucoup Irina. J'aimerais que l'on revienne avec vous, docteur Simeka, sur le diabète notamment et puis les risques à long terme de l'obésité chez l'enfant. Quels sont-ils ? Eh bien, le diabète, alors on ne parle pas du diabète lié à l'insuline, qui est une maladie parfois héréditaire, une maladie, si je puis dire, entre guillemets, non méritée, si on peut utiliser ce vocable. On parle du deuxième diabète, le diabète de type 2, celui qui est lié au surpoids, qui est favorisé aussi par la génétique, mais qui est surtout très dépendant du comportement alimentaire. Vous savez, lorsqu'on mange des produits sucrés, surtout des sucres rapides, c'est-à-dire tout ce qui a un goût sucré, eh bien, notre pancréas sécrète de grandes quantités d'insuline. Cette insuline, elle oblige le sucre à rentrer dans les cellules, même si les cellules n'en ont pas besoin. Et quand une cellule n'en a pas besoin et que l'insuline force le sucre à rentrer, qu'est-ce qu'elle fait, cette cellule ? Elle fabrique de la graisse, elle se transforme en cellule graisseuse. Donc il y a un lien direct et à force, on épuise ce pancréas, on l'épuise à sécréter de grandes quantités d'insuline. Et là, c'est la deuxième phase, c'est-à-dire qu'il n'y a plus assez d'insuline pour circuler dans le sang et faire rentrer le sucre dans les cellules. Et là, c'est le diabète proprement dit. Donc, il y a un médicament extraordinaire pour cela, en plus de l'alimentation, c'est vraiment l'exercice physique. Et chez les enfants, c'est majeur. Les enfants sont programmés depuis des millénaires pour bouger, et pas pour rester enfermés. Alors, à l'école, on ne va pas se plaindre parce que c'est quand même un grand progrès de la civilisation, mais voilà, exercice physique et éducation alimentaire. Vous êtes d'accord avec ça, j'imagine ? Complètement d'accord, et j'insisterai sur une chose importante quand on entend exercice physique, que les parents ne se disent pas, bon, allez, je vais faire courir mon enfant, quelque chose de ludique, d'agréable. Ça peut être juste aller faire une partie de foot avec les copains, aller faire du roller, marcher, voilà, vraiment des choses ludiques. Les balades, effectivement, revenir un peu à l'essentiel. C'est ça. Est-ce que, petite dernière question, est-ce qu'on voit une différence entre la ville et la campagne ? Alors ça, je ne sais pas si vous êtes en région parisienne. Je suis région parisienne, un peu campagne, donc j'ai la chance d'avoir beaucoup d'enfants qui ont des parcs, etc. Alors, peut-être que le docteur aura une réponse. Docteur Simeka, je ne sais pas si vous voyez, vous, peut-être une différence entre les enfants des villes et des campagnes ? Alors, par expérience, non, parce que moi, je suis en Île-de-France et ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus verdoyant en France. On a la possibilité quand même en Île-de-France ou dans les grandes villes effectivement de favoriser l'exercice physique pour les enfants. On parlait d'aller faire les courses, on n'est pas obligé de prendre sa voiture pour aller faire les courses, on peut y aller à pied, on peut se garer un petit peu plus loin, enfin, il y a 1000 occasions. J'insisterai aussi sur, alors ville-campagne, je ne sais pas trop, mais l'exercice physique, ça n'est pas le sport. Ça n'est pas se donner bonne conscience parce que l'enfant est inscrit au club de foot et qu'il y va 1 fois ou 2 fois par semaine. L'exercice physique, c'est un état d'esprit du lundi matin au dimanche soir en permanence. Merci beaucoup, en tout cas, docteur Daniel Simeka, médecin à Maison Alfort, d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairé sur ce fléau qui est l'obésité infantile. Merci beaucoup également à Sandra Ferreira, diététicienne, nutritionniste et puis conférencière et auteure également. Merci Irina. Merci à vous. Et on se retrouve très vite sur School TV.